Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé une bonne petite pause déj, que ça vous a redonné plein d'énergie pour cet après-midi. Pour cette première conférence de l'après-midi, on reçoit Alexandre Séjourné, qui est directeur général d'Accessit et qui va nous parler de la... Alors on utilise toujours le mot révolution, à force c'est un peu galvaudé, mais en tout cas de l'évolution des centres commerciaux. Parce qu'évidemment, avec le Covid et plein d'autres sujets, il y a eu enfin, ils ont été obligés d'évoluer. Et donc, on va s'interroger sur tout ça. Alexandre va nous faire une petite présentation d'une vingtaine, trentaine de minutes. Et puis, on se garde, comme d'habitude, 10-15 minutes à la fin pour pouvoir poser nos questions. Et si vous n'en avez pas, moi, j'en aurai plein. Je vous Bon, laisse la parole. merci, ça marche, c'est bon. Bonjour à tous, merci de me recevoir ici. Donc effectivement, moi je m'appelle Alexandre Séjourné, je suis directeur général d'une société qui s'appelle Accessit. Qu'est-ce que c'est Accessit? C'est une société qui est un gestionnaire d'actifs immobiliers spécialisé dans le commerce pour compte de tiers. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous opérons pour le compte des propriétaires des actifs de commerce, l'ensemble des métiers de la gestion d'actifs spécialisés exclusivement dans le commerce. Donc nous gérons en France à peu près 55 centres commerciaux, une quinzaine de retail parks. Les retail parks, qu'est-ce que c'est? C'est des commerces, des centres commerciaux à ciel ouvert et puis 250 pieds d'immeubles partout en France. Accessit existe depuis une quinzaine d'années. Nous, de fait, avons une longue maintenant expérience et expertise en matière d'immobilier commercial et de commerce physique. Et donc, on s'est interrogé depuis plusieurs années maintenant sur son évolution, puisque la baseline d'Accessit, c'est partir des attentes du consommateur pour valoriser l'actif. On se doit donc d'être toujours à l'écoute de celui-ci et d'être agile pour faire évoluer l'ensemble de l'immobilier de commerce que nous gérons pour nos clients, de manière à ce qu'il soit toujours en phase et en conformité des attentes du consommateur. Donc, je vais vous parler aujourd'hui du commerce physique et de son évolution. La question qu'on s'est tous raisonnablement posée il y a une quinzaine d'années et qu'on peut encore se poser pour certains aujourd'hui, c'est: le centre commercial va-t-il disparaître? Et plus largement, le commerce physique va-t-il disparaître? Alors pour ça, je vais remonter un petit peu quelques années en arrière pour expliquer le contexte et la suite. En fait, il y avait un modèle qui existait en France depuis les années 60 et qui s'est énormément développé et prospéré entre ces années 60 et le début des années 2000, avec une accélération entre les années 90 et jusqu'à 2007, qui était donc ce modèle de centre commercial dit à la française, ou que vous avez certainement tous fréquenté une fois au moins dans votre vie, avec un hypermarché, une galerie, une plaque grise de parking, des boîtes autour pour le remplir. Et tout ça faisait que ça profitait largement à cette société d'équipement dans laquelle nous étions entrés depuis le début des années 60. Et puis, un événement est survenu au début des années 2000 qui a complètement disrupté ou a commencé à disrupter notre modèle, qui est le e-commerce. Pourquoi ça a disrupté le modèle du centre commercial? Eh bien, parce que avant l'arrivée du e-commerce, le consommateur n'avait le choix de consommer que ce que les commerçants avaient décidé de lui proposer près de chez lui et dans la profondeur de gamme et dans les tailles qu'il voulait. Donc vous n'aviez le choix que de ce qu'on voulait bien vous proposer à ce moment-là. Et du coup, assez simplement, ça s'est bien développé et des marques sont nées, des chaînes sont nées, des grandes chaînes nationales sont nées, beaucoup françaises. On a une génération assez inédite, et d'ailleurs inédite au niveau mondial, d'enseignes nationales qui se sont développées et vous connaissez tous. Et comme nous étions dans cette société d'équipement, eh bien, ces marques ont assez standardisé les produits qu'ils vendaient. Ils vendaient exactement la même chose, quelle que soit la ville dans laquelle ils la distribuaient. Et de manière assez mécanique, ceux qui ont construit et développé les centres commerciaux se sont mis eux-mêmes à cloner le même modèle à peu près partout, parfois aussi dans la ville, selon le même principe de mix merchandising, avec un nombre de places de parking suffisantes pour l'opérer. Puis le e-commerce est arrivé et le e-commerce a tout bouleversé, puisque du jour au lendemain, ce consommateur à qui on imposait sa consommation s'est retrouvé dans la possibilité de choisir tout ce qu'il voulait
partout dans le monde, dès lors qu'il était prêt à attendre qu'on vienne le lui livrer. Et ça a évidemment changé le rapport de force au niveau de tout ce qui était la logique du centre commercial et des retailers. Et donc, nous sommes passés d'une logique de part de marché, c'est-à-dire je suis une enseigne, je prends des parts de marché, j'essaye d'être présente territorialement pour être sûr de toucher le maximum de gens, à une logique de rentabilité du point de vente. Donc ça a véritablement transformé, ça a été le premier élément disruptif du commerce physique. Vient s'ajouter par-dessus la transformation des modes de consommation où effectivement on est passé d'une société d'équipement, donc on cherchait à s'équiper, à acquérir des produits, à une société de suréquipement où on a finalement déjà, on possède à peu près tout ce qu'on doit posséder et on remplace les choses une fois qu'elles sont, qu'on les considère obsolètes ou à changer. Et puis des dépenses nouvelles sont arrivées dans nos choix de consommation, évidemment le smartphone, avec lui tous les abonnements évidemment au départ pour votre téléphone, puis désormais sur toutes les plateformes, qu'elles soient de cinéma, de télé, de sport, les abonnements pour tout un tas de choses et qui sont venus comme ça grignoter une part de vos consommations sans que l'enveloppe de pouvoir d'achat elle-même augmente. Et puis dernier événement ou élément qui est venu s'ajouter, le fait que les dépenses dites contraintes, elles aussi, sur les 15 ou 20 dernières années, se sont vues augmenter dans notre panier de consommation, le logement bien sûr, et puis depuis quelque temps l'énergie et depuis très peu de temps l'alimentation, qui fait que les choix s'arbitrent. Et donc les choix se sont arbitrés au fil du temps, au détriment de ce qui composait l'essentiel des commerces physiques, en tout cas dans les centres commerciaux, qui était la mode et l'équipement de la personne. Il faut savoir qu'un centre commercial, jusqu'à présent, dans le modèle parfait, était composé à 60% d'équipement de la personne. Donc forcément, quand cette classe d'actifs ou cette classe de dépenses se réduit, mécaniquement, ça crée moins de chiffre d'affaires pour ces enseignes-là. Et quand vous y ajoutez le fait qu'elles changent de paramètres, qu'elles passent d'une stratégie de part de marché à une stratégie de point de vente rentable, vous avez mécaniquement des fermetures de magasins. Vous en avez certainement tous vu et entendu. On en a entendu récemment sur des fermetures de grandes chaînes, mais aussi si vous regardez dans les centres commerciaux que vous fréquentez, aujourd'hui, il y a entre 15 et 20% de locaux vacants dans les centres commerciaux. Donc on pouvait s'interroger assez légitimement sur l'avenir du centre commercial et du commerce physique, compte tenu de tous ces changements. Et pourtant, de manière assez étonnante, l'avenir du commerce, encore aujourd'hui, c'est le commerce physique. Et je vais vous expliquer pourquoi. Eh bien, tout simplement parce que au bout de ces 15 années, on a désormais un retour d'expérience sur ce qu'est aussi le e-commerce. Le e-commerce pure player lui-même a des difficultés. Et puis est arrivé un événement que personne n'aurait pu imaginer, mais en termes d'expérience, c'était évidemment l'expérience la plus intéressante à observer quand on fait du commerce. C'est qu'on a tous vécu, en France en tout cas, et dans beaucoup de pays, au moins 6 semaines de confinement, durant lesquelles nous n'avions pas d'autre possibilité de consommer qu'avec le e-commerce. Le commerce physique était totalement fermé. On pouvait à ce moment-là se dire que la prophétie des e-commerçants qu'ils avaient rêvé il y a une quinzaine d'années, à savoir que le commerce physique allait disparaître au profit du e-commerce, se réalisait pour de vrai. Et on allait voir véritablement quel était l'impact et si, du coup, le commerce physique allait définitivement s'éteindre du fait de ce Big Bang qui était arrivé, un peu comme les dinosaures à l'époque. Et finalement, sur cette période-là, les parts de marché du e-commerce ont doublé. Elles sont passées de 10 à 20%. Quand on regarde ça comme ça, on se dit waouh, ça a doublé. Sauf que si on regarde l'image à l'envers, on s'aperçoit que 80% de la consommation sur cette même période ne s'est pas faite. Et quand les portes se sont réouvertes, les gens se sont à nouveau précipités, ou en tout cas venus en nombre, dans les commerces physiques, et ce qui a montré la résilience du modèle. Par contre, ce qui est certain, c'est que si le commerce physique est l'avenir du commerce, on peut se poser la question de savoir si les lieux de commerce physique comme les centres commerciaux le sont. Oui, ils le sont si et seulement si ils se transforment, et ils se transforment très vite désormais, puisque cette période de confinement a aussi provoqué
une accélération extrêmement rapide de tout un tas de valeurs et de tout un tas de tendances qui étaient là et qui commençaient à venir s'installer et qui sont désormais devenues essentielles, voire non négociables pour chacun des consommateurs et des citoyens que nous sommes, et qui font qu'aujourd'hui, il faut s'adapter et il faut s'adapter immédiatement. Parmi les valeurs que je vais vous lister là, que nous avons identifiées sur cette sortie de Covid, il y a d'abord la personnalisation, par opposition à la standardisation qu'on avait proposée sur ces dernières décennies. Il y a l'expérience. Il faut que l'expérience que je vive soit différente de celle que j'ai devant mon écran. Il y a l'omnicanalité, évidemment. Désormais, la relation avec le consommateur doit être totale. Elle ne doit être pas seulement sur le physique, mais sur le digital. Donc, il faut que tous les canaux soient activés. Il y a faire du lien. Les téléphones portables nous ont tous un petit peu enfermés dans une focale d'un écran en étant convaincus qu'on était extrêmement connectés à tout le monde, mais en fait, on est très individualisé et du coup, les lieux physiques doivent jouer un rôle sur recréer du lien entre les uns et les autres, donner du sens. On entend beaucoup en ce moment, quel sens à chaque chose que je fais. Et ça doit être aussi pris en compte dans ces valeurs-là. Respecter les valeurs sociales et environnementales. Donc là, c'est non négociable désormais. Et puis, la proximité, c'est la seule valeur finalement qui n'était pas vraiment présente avant ce Covid et ce confinement, qui a émergé de cette période-là, parce que les gens ont redécouvert ce qui se passait directement autour de chez eux. Et puis, tout ce qui est circuit court, recyclage, seconde vie, et quand même, à la fin, quelque chose qui perdure, c'est le choix et le prix. Le consommateur que nous sommes aujourd'hui, il est désormais ultra connecté. On ne fait plus rien sans avoir obtenu d'abord l'information et l'aval de notre téléphone. Et puis, ce qui est vrai pour les générations, un peu la mienne, mais évidemment pour toutes les nouvelles générations, c'est qu'ils sont désormais ultra concernés. Donc le tout doit être totalement suivi des faits et des preuves de ces faits. Et donc on a des valeurs qui aujourd'hui se traduisent concrètement dans un certain nombre d'ensembles qu'on peut énumérer également. On entend parler de plus en plus de la mixité d'usage. La mixité d'usage, c'est jusqu'à présent, toute notre mode de développement d'urbanisme était lié à ce que l'on acceptait ou nous imposait. Je vis dans un endroit A, je travaille dans un endroit B, je consomme dans un endroit C, et ces endroits sont totalement différents les uns des autres. Désormais, la mixité d'usage fait qu'on arrive à resserrer tout ça parce que l'évolution des attentes ont changé. Pour ceux qui sont présents physiquement aujourd'hui à cette conférence, on en a un très bel exemple ici avec cette opération Cœur de Ville d'ici les Moulineaux qui a ouvert il y a quelques mois maintenant, où on voit là qu'on a réussi à associer du commerce, des logements, des bureaux, une rue paysagée, des cinémas au bout. Voilà, ça c'est l'évolution et l'illustration de cette mixité d'usage. Il y a l'omnicanalité, j'en parlais, désormais il faut que le lien soit complet. Il y a une nouvelle tendance qui s'appelle la chronotopie. Qu'est-ce que c'est que la chronotopie? C'est en fait, dans une même journée, je veux avoir plusieurs événements, faire des choses différentes. Avant, on parlait de métro, boulot, dodo. Désormais, les nouvelles générations, dans une même journée, elles veulent faire plusieurs choses à la fois et parfois morcelées. Donc, et il faut que les lieux, finalement, répondent aussi à cette logique de dire mon lieu, il n'est pas figé. Il doit, dans une même journée, pouvoir proposer plusieurs activités et même plusieurs ambiances. Autre élément qui est présent depuis, là pour le coup en accélération très forte depuis le confinement, c'est le télétravail. Le télétravail avant le confinement, et je fais partie de ceux-là. Moi, je suis directeur général d'une entreprise qui fait 140 personnes. On avait mis en place une charte de télétravail dans l'entreprise. Et avant le Covid, je pensais que ça concernerait 10% de mes collaborateurs, pas plus. Même si je signais en disant tout le monde pourra y aller, je me disais que c'était impossible.
Je pense que c'était le cas de 80 ou 90% des dirigeants d'entreprise qui pensaient que ce n'était pas possible de travailler depuis chez soi. On a tous vécu et vu que ça fonctionnait. Et donc ce télétravail, c'est l'élément disruptif du bureau qui arrive aujourd'hui de manière frappante. Nous, c'était le commerce il y a 15 ans, c'était le e-commerce. Ce qui bouleverse aujourd'hui le bureau, c'est le télétravail. Ça va totalement transformer le rapport au lieu, à l'usage et au travail aussi. Et puis, on va aussi moduler ce télétravail puisque je pense que le télétravail apporte beaucoup de choses et c'est une valeur non négociable désormais. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Par contre, il faut mesurer les impacts réels du télétravail. Et je m'éloigne un peu du thème, mais parce qu'on perd le côté intuitif, immédiat de la relation quand vous êtes dans un même lieu. Et finalement, on ne parle qu'aux gens avec qui on a rendez-vous sur un thème qui a été déterminé avant, en visioconférence. Donc on perd un peu ce côté intuitif, émotionnel et qui doit être absolument réfléchi dans ce domaine-là. Quand on prend toutes ces valeurs-là et qu'on transpose à cette notion de centre commercial, on se dit désormais, concrètement, on peut réfléchir et avancer sur qu'est-ce que c'est que le centre commercial de demain. Chez Accessit, donc on a travaillé dès le confinement pour se dire comment on allait proposer et sortir de ce moment-là. On a fait un think tank interne pour aller trouver des concepts existants dans 4 thématiques. L'expérience et le parcours client, les nouveaux services, l'omnicanalité et les nouvelles activités autres que pur commerce qu'on pourrait venir installer en centre commercial pour avoir des réponses concrètes sur la définition de la nouvelle formule du centre commercial. On a généré, grâce à ça, 250 concepts environ qu'on a pu inscrire dans une base de données qui nous permet désormais de travailler ce type de programme. Pour autant, on s'est dit, est-ce qu'on a raison ? Et donc, la meilleure façon de savoir si on a raison ou on a tort, c'est de se confronter à d'autres experts dans d'autres domaines. Et donc, on a ensuite, au cours de l'année 2022, donné la parole à des experts dans plusieurs domaines, de l'immobilier, sociologie, des retailers, des journalistes, voilà, de tout type. Et on a réuni tous ces avis-là dans un livre blanc qui s'appelle Le Centre commercial en 2030. Alors, il devait s'afficher derrière nous, mais il est téléchargeable sur notre site internet accessit.eu pour ceux qui ne l'auraient pas déjà téléchargé. Et dedans, on a une expression de ce que serait le centre commercial en 2030. Pourquoi 2030 ? Parce que 2030, c'est dans longtemps, et en même temps, c'est juste dans 7 ans. Ça vient très vite. Et 2030, à l'échelle du consommateur, ça reste l'avenir. À l'échelle de l'immobilier, c'est le présent, parce que l'immobilier, c'est le temps long. Et ce qu'on n'initie pas maintenant n'existera certainement pas en 2030. Alors, à quoi ressemble le centre commercial de 2030, mais qui est déjà le centre commercial d'aujourd'hui ? Il a plusieurs composantes. Le premier, effectivement, c'est la mixité d'usage. La mixité d'usage dans le centre commercial, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il va se composer évidemment de commerce, mais le commerce peut demain ne plus être dominant. Il sera certainement majoritaire, mais moins dominant. Et il va venir accueillir d'autres formes d'activité. La plus naturelle, évidente, parce qu'elle existe déjà, c'est la restauration. Et c'est celle qui se développe de plus en plus depuis quelques années. La deuxième activité, c'est tout ce qui concerne les loisirs. Et les loisirs, aujourd'hui, on a là aussi identifié des dizaines de concepts de toute taille, c'est ça qui est intéressant, qui permettent, une fois associés, de pouvoir composer une offre assez large et éclectique de loisirs. Vous avez des concepts comme Quiz Game, je crois que ça s'appelle, qui est comme les quiz dans les jeux télé, ça fait 100 mètres carrés. Mais vous avez aussi des concepts de loisirs, comme celui qu'on va implanter dans un centre commercial à Rosny-sous-Bois, qui fait 10 000 mètres carrés, où là, vous avez évidemment tout un tas d'expériences de loisirs. Vous avez des jeux, vous avez aussi du e-gaming, du virtuel. Enfin bref, donc on peut là associer plein de typologies désormais. Il y en a déjà, et il y en aura de plus en plus, tout ce qui concerne la santé. On a des pôles de santé désormais qui s'installent parce que
les médecins ou les praticiens veulent pouvoir mutualiser les coûts, et donc le fait de pouvoir s'associer dans un même endroit leur permet de le faire. Et finalement, le centre commercial permet d'obtenir des locaux assez rapidement et dans les tailles souhaitées. Tout ce qui concerne évidemment le bien-être s'associe à tout ça, mais encore plus que ça, et des lieux qui vont peut-être là être un peu différents ou innovants dans un centre commercial, il y aura certainement des espaces de coworking. Je parlais du télétravail. Lorsque vous êtes en télétravail, vous n'avez pas forcément envie de travailler chez vous. Pour autant, vous n'avez pas envie de prendre les 2 heures de transport qui vous amènent à votre bureau. Et donc, vous avez envie de pouvoir avoir à proximité de chez vous un lieu de travail où on vous retrouvez l'ensemble de l'ambiance et des outils et qui vous permet en plus de faire du relationnel. Et donc, voilà, de pouvoir aller près de chez vous tout en allant au bureau sans aller à votre entreprise nécessairement. Et puis, autre phénomène certainement, c'est qu'il y aura des lieux d'éducation et de formation. On voit que la tendance des années à venir, c'est que, alors pas moi, et encore, mais les générations d'aujourd'hui vont certainement avoir plusieurs activités professionnelles dans une même vie. Et donc, il n'en aura pas qu'une seule tracée, et ils vont se former tout au long de leur vie, à leur métier ou à d'autres métiers. Et donc, la formation sera certainement aussi là nécessaire, et d'avoir des lieux qui le permettent. Tout ça, ça fait la mixité d'usage. Il pourra y avoir des lieux comme un centre commercial qui est totalement dédié au commerce et à cette mixité. Et puis, il y aura des lieux où ce sera des ensembles urbains, encore une fois un peu comme celui qu'on voit ici, où finalement le centre commercial, c'est-à-dire ce grand plateau gris de parking avec cette boîte blanche au milieu, ne correspond définitivement plus aux attentes du consommateur. On aura beau essayer de mettre d'autres usages esthétiquement ou d'un point de vue de fonctionnement, il répondra définitivement plus aux attentes, et où là, assez naturellement, il pourra être transformé, mais l'ensemble du lieu, en un ensemble immobilier urbain complet et complexe, où on va retrouver, un peu comme ici, à nouveau du commerce, mais requalifié, dans une rue ouverte, avec des logements, des bureaux, des écoles, enfin bref, tout un morceau de ville qui pourrait se recréer à la place. Et pour ceux qui n'en auraient pas entendu parler, il y a une loi qui s'appelle Zéro artificialisation nette, qui a vocation à dire on ne va plus construire sur les terres non artificialisées, et donc on construit sur les terres déjà artificialisées. Et là, on a typiquement des exemples qui sont totalement adaptés à cette mutation-là. Et le lieu, il va devoir surtout devenir expérientiel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on disait tout à l'heure, il faut que je vive une autre expérience quand je me déplace que celle que je vis devant mon écran. Et donc, ce lieu expérientiel, il faut que quand on se déplace, effectivement, on retrouve une animation, qu'on soit surpris, qu'on ait des émotions. Et donc, le rôle d'un gestionnaire comme Accessite, c'est de programmer l'ensemble de ce parcours client expérientiel à travers tout le lieu, depuis la manière dont la personne se déplace jusqu'à l'intérieur du lieu. Mais lui-même ne pourra pas faire les choses seul. Il faut bien entendu que l'ensemble des commerçants et des lieux eux-mêmes participent à cette expérience. Et ils le feront puisque désormais, et de plus en plus de marques y viennent, le magasin devient un lieu d'expression de la marque. Ça devient un parcours dans le parcours client de son client. C'est là où il est en contact avec lui et où il ne veut pas forcément avoir uniquement une relation de vente de produits, mais c'est son image de marque qui se joue. C'est là qu'il va pouvoir exprimer ses valeurs, etc. Et donc, on va voir certainement des magasins évoluer de plus en plus dans des showrooms de l'expression de la marque, dans lequel on peut acheter, évidemment. Et ça permettra là aussi d'avoir du rythme et de créer cette notion d'expérience. Il faudra aussi, bien sûr, que ces lieux-là, je parle des centres commerciaux, deviennent plus dynamiques dans la proposition. Donc on voit assez naturellement la dynamique qu'on peut avoir avec des animations, de la création d'espaces culturels, éphémères ou permanents. Mais il faut aussi pouvoir donner de la flexibilité à l'offre,
à travers des locaux qui resteront disponibles et organisés pour pouvoir faire venir des acteurs de manière éphémère. Ça doit être un lieu qui doit permettre d'incuber une DNVB. Donc DNVB, c'est Digital Native Vertical Brand. C'est donc des marques qui sont nées et qui existent uniquement sur le net, en e-commerce, et qui désormais ont compris que pour exister, elles doivent venir au contact de leurs clients à travers du commerce physique. Et pour ça, avant de savoir comment elles doivent et où elles doivent s'implanter, il faut qu'ils fassent des essais. Et donc le principe, c'est de dire, on met à disposition des lieux pour ces marques sur des périodes à déterminer pour qu'elles puissent s'exprimer avant de choisir une implantation plus pérenne, ce qui permet à la marque de se tester, ce qui permet aux consommateurs d'avoir comme ça un renouvellement de l'offre, et ce qui permet aux bailleurs, comme à son gestionnaire que nous sommes, là aussi de pouvoir créer de la dynamique, du rythme et du coup d'améliorer la fréquentation. Voilà, donc c'est vraiment un cercle vertueux, en l'occurrence, qui s'opère. Autre élément absolument fondamental pour ce centre commercial de demain, et sur lequel il n'y a plus le choix non plus, c'est la respectabilité. On se doit, enfin le lieu se doit d'être absolument respectueux évidemment de l'environnement, et désormais de la sobriété énergétique. J'en discutais au déjeuner. Le monde des centres commerciaux auxquels nous participons chez Accessit, nous avons notre fédération et on a été alerté il y a 2 ans par le gouvernement qui voyait arriver le risque de coupure électrique sur l'hiver 2022 et qui nous ont demandé en amont, comme ils ont demandé à d'autres industriels par ailleurs, de travailler tout de suite à la mise en œuvre de plans de sobriété pour ne pas risquer ces fameuses coupures d'électricité. Et on s'est tous interrogés de savoir comment on allait faire. Et on a travaillé sur la révision de notre règle de fonctionnement, de nos codes d'accueil absolument non négociables à l'époque du client, et notamment le fait qu'il devait faire 21 degrés dans le mail en hiver. Parce que s'il faisait moins de 21 degrés, il n'allait plus venir. Et en fait, on a tout simplement baissé à 18 et on a aussi baissé les horaires d'illumination des bâtiments la nuit. On a révisé les quantités de nettoyage d'eau qu'on utilisait, des produits et autres. Et finalement, on a passé cet hiver 2022 sans qu'aucun consommateur ne se soit plaint de la qualité de l'accueil. Ça n'a rien changé, comme quoi notre dogme était totalement dépassé. Et par contre, on a constaté en moyenne tous que nous avons réussi à faire 40% d'économie d'énergie sur cette période grâce à ça. Et donc, finalement, là encore, cercle vertueux de respectabilité et sur lequel il n'y a pas évidemment de marche arrière. Tout ça doit être bien entendu mis en avant, donc la sobriété énergétique, le recyclage au maximum, le respect de l'environnement. Il faut en apporter des preuves, parce qu'il ne suffit pas de le dire, il faut que le consommateur en ait la preuve, parce que lui, il choisira demain ses lieux de consommation en fonction de ceux qui répondent de manière sincère à ses attentes. Et donc, il faut le dire. Et puis, la respectabilité, ce n'est pas uniquement environnemental, c'est aussi social. Et là aussi, il y a la loi et les règles RSE. On oublie, il ne faut pas oublier le S de RSE, qui est donc social, où là, il faut avoir une démarche sincère et organisée tout au long de l'année, donc avec des engagements tenus, des démarches sociales non contestables, et puis organiser aussi des événements à caractère social tout au long de l'année. Chez Accessit, d'ores et déjà, on le fait avec la participation et l'adhésion à un certain nombre d'associations qui viennent régulièrement faire des événements sur les centres, que ce soit à travers la lutte contre le cancer du sein ou les violences faites aux femmes ou l'aide pour les enfants handicapés, etc. Donc respectabilité, c'est un autre élément absolument fondamental. L'autre pilier qu'il est nécessaire désormais de travailler, c'est ce qu'on appelle le phygital, donc physique et digital. On a opposé longtemps le e-commerce et le commerce physique, alors qu'il n'y a qu'un commerce, et après, il y a plein de formes de commerce.
Et finalement, les deux modes de commerce physique et digital sont parfaitement compatibles et désormais ils ont un besoin vital l'un de l'autre. Le commerce physique, pour la première fois depuis son origine, a vu son chiffre d'affaires décliner cette année. C'est un peu le bout du modèle. Le modèle est quand même très, on va dire, géré par des grandes GAFA qui laissent pas beaucoup de place à la diversité, on va dire. Donc, le commerce physique et digital en ont besoin. Et je parlais des DNVB qui, désormais, de plus en plus, viennent sur le commerce physique pour être à la rencontre et au contact de leurs clients, ce qui leur permet déjà d'avoir un retour, puisque déjà, leurs clients, quand vous êtes une DNVB, le seul client que vous avez, c'est celui qui achète. Celui qui n'achète pas, vous ne savez pas ce qu'il pense, puisqu'il a passé son chemin. Et donc, le seul retour que vous avez de vos clients, c'est ceux qui vous retournent un produit et qui donnent un avis. Donc, c'est quand même assez limité. Je parlais avec une marque de DNVB l'autre jour qui faisait des produits pour les sportifs et qui disait que rien qu'en un week-end, la première fois, ils ont fait une expérience de vente physique. Ça leur a permis de transformer plusieurs produits qui n'étaient en fait pas du tout adaptés aux sportifs auxquels ils s'adressaient et qu'à échanger avec des clients en direct, ça leur a permis de faire évoluer leurs produits et du coup, celui qui n'arrivait pas à se vendre s'est mis à se vendre. Donc cette relation-là, elle est absolument nécessaire. Bien entendu, le phygital, c'est aussi la relation avec le client à travers le fait que désormais, lorsque vous recherchez un produit, la première chose que vous faites, c'est pas d'aller voir s'il est en magasin, c'est de voir d'abord sur votre téléphone ou sur votre ordinateur combien il vaut, où est-ce qu'il est disponible, etc. Donc la relation, elle doit se faire. Le parcours client, il commence chez vous ou au moment où vous décidez de réfléchir à un produit. Donc on le fait déjà et depuis quelques années avec les réseaux sociaux, les sites internet, mais désormais cette relation s'intensifie à travers des applications qui permettront de évidemment générer de la fidélisation. Il faut que ce soit un échange gagnant-gagnant, de la bonification pour le client, mais aussi de permettre de faire de la notification ou de la notation, pardon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut donner la chance au client de pouvoir vous noter, vous juger en direct. Et nous, par exemple, chez Accessit, on commence à le faire avec un outil qu'on a appelé Scope, qui est en fait ce qu'on appelle un parcours client digital, ou plus exactement, avec votre téléphone, à chaque étape, vous pouvez donner un avis, noter, critiquer ou féliciter. À la fin, ça donne un score. Et ce score, ça permet ensuite de faire évoluer les lieux. Et puis, évidemment, ça permet en échange de savoir ce qu'attend le client, ce qu'il pense, et du coup de faire évoluer les lieux en conformité de ce qu'il attend et de ce qu'il demande. Il y aura évidemment tout ce qui concerne le côté un peu marchand du digital et du physique, donc tout ce qui concerne la mutualisation de ce que pourraient être les marketplaces, évidemment le click and collect mutualisé à travers le centre commercial pour développer plus de services et les locaux disponibles et flexibles, comme je vous le disais, où là, la DNVB pourra utiliser finalement tous les outils marketing du centre commercial pour annoncer son arrivée, sa venue. Il me reste 2 minutes, j'ai presque fini, ça tombe bien. Comme outil. Et donc, quand on voit tout ça, la dernière valeur que devra avoir le centre commercial aujourd'hui et dans les 10 ans à venir, c'est d'être multigénérationnel, c'est vraiment de s'adresser à tout le monde. Aujourd'hui, il est un peu moins, il s'adresse peut-être qu'à une partie des générations qui devront toutes être pris en considération. Et l'exercice que nous avons mené à travers ce livre blanc, c'est aussi de s'intéresser à 2 générations extrêmement stratégiques. La première, c'est la génération Z, c'est-à-dire tous ceux qui sont nés en 2000, au début des années 2000, et qui ont 20 ans aujourd'hui. Eux, ils sont digital natives, mais pas complètement. Et donc, ils sont déjà aujourd'hui consommateurs. Ils seront au cœur de la consommation dans 10 ans, puisqu'ils auront 30 ans. Et eux, pour le coup, des valeurs que nous, aujourd'hui encore, quand je dis nous, les générations avant,
peuvent savoir qu'il faut qu'ils aillent vers ces valeurs-là. Elles sont déjà ancrées dans cette génération et elles ne sont pas négociables. Je vous disais, eux, ils seront ultra connectés et ultra concernés. Donc si on n'a pas mis en œuvre tous les outils dont je parlais avant, ils détourneront leur chemin. Et puis il y a une génération encore plus stratégique, c'est la génération alpha. C'est celle qui est née à partir de 2010, qui ont 10 ans aujourd'hui, qui, alors là, eux, pour le coup, ils sont complètement digital natives, ils n'ont pas connu le monde avant le smartphone, et ils auront donc 20 ans en 2030, et il n'y aura plus de couture entre le monde physique et digital, certainement pour cette génération-là. Nous, on s'interroge de savoir ce que c'est le métaverse, comment ça marche, est-ce que ça deviendra quelque chose. Eux, vous inquiétez pas, ils sauront. Et ils auront déjà tout ça dans leur boîte à outils personnelle. Et ils ne comprendront pas qu'un jour, on ait pu être pollueur et qu'on ait pu être irrespectueux, etc. Puisqu'ils seront nés dans un monde qui est déjà dans cette problématique-là. Et si on n'a pas intégré et écouté cette évolution du consommateur qui aura 20 ans dans 10 ans, eh bien, tout simplement, en 2030, on aura fait des objets qui ne les concerneront plus. Et donc, en 2040, ils n'existeront plus. Voilà. Pour conclure, toutes ces mutations qui arrivent sont extrêmement excitantes à travailler. Moi qui suis dans l'immobilier, du commerce depuis 30 ans, c'est excitant de toujours se réinventer. C'est ce qui fait la magie de ce secteur de marché. C'est très excitant. Comme je vous l'ai dit, l'immobilier, c'est le temps long. Et donc, il faut prendre des décisions maintenant pour demain. Le retail, c'est un temps un peu moins long, mais quand même, les réactions sont un peu plus, malgré tout, longues que ce que sont les mutations du consommateur qui sont immédiates. Voilà, donc en conclusion de tout ça, notre travail sur ce livre blanc a démontré que le centre commercial n'est pas mort, mais en revanche, il doit dès maintenant entamer sa transformation. Voilà, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions parmi vous? Non? Vous faites les timides? C'est toujours comme ça. Mais c'est pas grave, en tout cas ça a été hyper complet. Du coup on vous encourage à télécharger ce fameux livre blanc. Parce que là il y a du travail. Surtout qu'il n'y a pas qu'Accessite qui parle. Non, mais et si on résume, il y a un mot que vous avez utilisé à plusieurs reprises, c'est l'adaptabilité, non? C'est de se dire finalement, que ce soit à l'échelle de décennies ou à l'échelle d'une journée, il va falloir finalement être capable de s'adapter presque à l'échelle de toutes les heures. Être capable de s'adapter, faire du coworking jusqu'à 18h, passer en mode bar le soir. Enfin, c'est ça. Oui, en fait, on voit une nouvelle génération, elle a plusieurs journées dans sa journée. Ce qui est une mutation auquel s'adaptent peut-être les générations comme les miennes, mais désormais on n'arrive plus de 9h à 18h, et puis voilà, dans une même journée on veut des pauses différentes ou des moments différents, et donc il faut pouvoir switcher, comme on dit, de l'un à l'autre, et donc les lieux doivent s'adapter à ça en proposant plusieurs activités. Auparavant on se disait, dans le centre commercial je ne mets que du commerce, que les gens ne viennent que pour consommer. Désormais, ces lieux-là ne seront pas ça, ils devront avoir plus une multitude de propositions. La difficulté, alors que je ressens, peut-être pas tout le monde, mais c'est de se projeter avec l'image que l'on a justement du centre commercial. Moi, je repense à celui dans lequel j'allais à chaque fois tous les samedis quand j'étais petit, et je me dis mais non, je n'irai plus, et surtout je ne vivrai pas là-bas si jamais il y avait des immeubles, des commerces, etc. Donc ces espaces vont vraiment réussir à se transformer de façon un peu quotidienne, de ville. Alors en fait, quand on me pose la question, est-ce qu'ils vont tous pouvoir se transformer? La réponse est non. Parce qu'il y a certainement eu, justement, puisqu'on n'avait pas d'autre choix que de consommer près de chez soi, on a construit ce qui était capable de fournir à la population qui était là, en imaginant qu'il n'y avait pas un autre canal de distribution. Maintenant qu'il y en a eu un autre, il y a certainement une surdensité. Jusqu'au milieu des années 2010, on avait un bouquin comme ça, des mètres carrés de projet qui allait sortir dans les 3 à 4 ans qui viennent. Ce bouquin a disparu. Il n'y a plus un seul mètre carré de projet qui va sortir dans les 3 à 4 ans qui viennent. Donc certains centres commerciaux vont mourir. Ceux-là, ils vont se transformer, c'est la bonne nouvelle, parce que ça reste de magnifiques fonciers pour pouvoir créer des morceaux de ville, parce qu'avec le temps, la ville a rattrapé cet endroit qui était à la périphérie.
Donc ça va évoluer. Il faut aussi distinguer, en fait, il y a plein de catégories de centres commerciaux. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de catégories d'urbanisation en France. On a un peu tendance souvent à penser à la grande métropole parisienne, et donc à une vie très urbaine, mais 80% des gens habitent dans des villes moyennes où on n'a pas du tout la même perception du quotidien, et notamment de son rapport au commerce, et où le centre commercial, ça reste souvent le lieu de promenade. Et le lieu, c'est presque le réseau social en vrai. Et donc, il va muter. Et plus il mutera vers ces attentes-là, plus il aura d'avenir pour lui et il correspondra aux attentes des gens qui le fréquentent. Quand on a les grands Leclerc ou les grands Carrefour avec ces grands espaces, ça appartient à qui? Ça appartient à eux ou eux, ils sont juste locataires de leur espace? Alors, il y a plusieurs options. L'option la plus fréquente, c'est qu'effectivement, les grandes marques distributeurs type Carrefour et Auchan et autres sont propriétaires des murs de l'hypermarché. Souvent, ils sont propriétaires de la galerie, parfois de tout le parking avec toutes les boîtes autour, parce qu'ils ont des structures immobilières. Et dans d'autres cas, ils sont propriétaires que des murs de l'hypermarché. La galerie appartient à un ou plusieurs autres propriétaires, soit des foncières, soit en copropriété. Et puis parfois, ils sont même locataires de leur mur. Et de plus en plus. Eux, ils vont avoir un gros chantier. Oui, et puis le modèle hypermarché qu'on connaît Ça. tous. Alors, ça fait 15 ans qu'on nous parle aussi de la mort de l'hypermarché, et pourtant il est toujours bien là. Voilà. Et il évolue. Ce qui est sûr, c'est que sa taille ne sera plus la même. On est arrivé. Ah, voilà. Je ne sais pas si vous construisez des centres commerciaux, mais du coup, quand vous devez choisir, par exemple, une zone dans laquelle investir, ce serait quoi les principaux facteurs que vous regardez? Alors, les facteurs, pour le moment, restent toujours les mêmes. Ça veut dire qu'on étudie la population qui vit à un rayon de 10 à 20 minutes autour. On va forcément... on va choisir aussi la taille du lieu en fonction de la taille de la population. Vous n'attirez pas les mêmes enseignes et types de commerce dans une ville de 200 000 habitants que dans une ville d'1 million d'habitants. Et vous regardez ce qu'il existe déjà pour voir s'il y a un besoin à satisfaire, etc. Donc en fait, selon les tailles de ville, selon les lieux, selon les besoins, vous adaptez le commerce, ou en tout cas le projet. Comme je le disais, il y a de moins en moins de projets. Et on rentre vraiment là dans un marché de recyclage de ce qui existe, en fait. Ce qui est une bonne chose. Ce qui n'est pas une mauvaise chose. Alors, J'avais une question par rapport à l'étranger. On s'inspire souvent des modèles qu'on fait à l'étranger, aux États-Us ou en Asie. Est-ce que dans votre livre blanc, vous parlez justement de ce qui est fait à l'étranger, même si on n'a pas les mêmes us et coutumes? Et du coup, est-ce qu'on peut essayer de transposer ce qui arrive à l'étranger dans nos modèles à nous? Et quels sont-ils? Alors oui, on a beaucoup regardé. D'ailleurs, si vous téléchargez le livre blanc, il y a à la fin une dizaine de références de lieux à l'étranger, pour la plupart. Beaucoup en Asie, un peu aux États-Unis, sur comme ça des modèles de centres commerciaux complètement avant-gardistes. Il y a même un centre commercial, je ne sais plus, c'est à Hong Kong, qui est totalement dédié aux animaux de compagnie, par exemple. Et il y a d'autres lieux comme à Las Vegas, un centre commercial qui s'appelle IRAC 15, qui est un lieu complètement expérientiel où vous êtes immergé dans une chose qui mélange à la fois le loisir, le commerce. C'est assez fou. En France, on a quand même une culture latine bien spécifique qui n'est pas totalement partagée avec d'autres pays du monde. Et on doit s'adapter. En plus, on a, comme je vous le disais, la France fait partie des pays qui a été un des premiers, un des pionniers dans les aspects de commerce. Toutes les marques que vous connaissez de Mullier, que ce soit les Decathlon, les Leroy Merlin, les Auchan, ou sinon des marques comme Célio, Pimki ou autres, sont des générations françaises qui se sont ensuite étendues un peu partout dans le monde. Donc on a quand même un modèle spécifique, et en plus on a des modèles de villes spécifiques. Comme je vous le disais, on n'a pas du tout le même maillage, donc il faut savoir
s'adapter. Mais oui, il y aura une inspiration de l'étranger. Et pour autant, je pense que la notion de sincérité, de personnalisation, fait qu'on va devoir quand même faire du sur-mesure. Et désormais, on ne fera pas le même lieu pour un Lillois que pour un Marseillais, un Bordelais ou un Strasbourgeois, comme ça avait été le fait pendant 30 ans. Voilà, donc ça sera vraiment ça doit être du sur-mesure pour que ça soit sincère. Est-ce que les nouveaux centres commerciaux vont remplacer les zones commerciales? Alors, les nouveaux centres, comme je le disais, je ne pense pas qu'il y aura de nouveaux centres commerciaux, sinon de la transformation. Et après, un des grands enjeux, et je suis le premier à le dire, c'est d'arriver à enfin transformer ces entrées de ville françaises qui sont très moches, puisque c'est un étalage désorganisé de boîtes blanches avec des grosses enseignes néant dessus. Et je le dis avec d'autant plus de sincérité que j'y ai participé. Sauf que voilà, ça c'est plus possible. Mais pour que ce soit plus possible, il faut qu'on ait une aide de l'État. Pourquoi ? Parce que ce qui fait qu'on n'a pas encore réussi à faire transformer ça, c'est que pour pouvoir faire du commerce, vous devez avoir une autorisation administrative particulière qui s'appelle une AEC, autorisation d'équipement commercial, et qui n'est pas transférable. Donc elle est attachée au terrain sur lequel vous êtes. Et donc pour arriver à déloger un magasin en lui disant on fait une opération beaucoup plus belle et respectueuse comme ici, dans laquelle tu vas pouvoir te transférer, et en fait on ne peut pas transférer le droit, et donc il faut que le promoteur obtienne le droit de pouvoir le faire, et là il se retrouve en opposition soit avec des gens qui n'ont pas envie, pour un tas de raisons, soit avec les commerçants eux-mêmes qui disent oui, mais moi, si je n'arrivais pas à négocier mon transfert, c'est un concurrent qui va s'installer, donc je m'y oppose. Donc voilà, il y a des aspects réglementaires qui permettraient de lever des freinages qui pourront permettre, et il faut le faire, de transformer nos entrées de ville, où là, on voit assez bien qu'on peut faire des jolis lieux, et à côté de recréer de la ville pour qu'avoir que tout ça soit toujours le cercle vertueux. Et un peu de nature aussi. Bien sûr. Regardez là, ici, ça marche bien. Complètement. Merci beaucoup. Merci à vous. On va devoir enchaîner parce que sinon derrière on va prendre du retard, mais la preuve c'est que c'était passionnant. On essaye. Merci beaucoup.